Salut, prêt pour une nouvelle plongée. On part aujourd'hui à la découverte d'un géant, un pays immense et fascinant au cœur de l'Afrique. La République démocratique du Congo, la RDC. Ah, la RDC. Un pays plus grand que toute l'Europe de l'Ouest, le deuxième plus grand d'Afrique. Imaginez un peu 9 pays la bordent. Difficile de faire plus central comme position en Afrique. Un pays stratégique, c'est certain, et pourtant malgré des richesses naturelles incroyables. Ah oui, on parle de 25 000 milliards de dollars de réserves minières. De quoi faire pélir d'envie bien des nations. Suffisamment pour alimenter chaque voiture électrique sur Terre pendant moins 10 ans? Incroyable, non. On pourrait croire que la RDC est un Eldorado, un pays prospère. Et pourtant, la réalité est tout autre. La RDC est l'un des pays les plus pauvres au monde. Un vrai paradoxe. Comment expliquer une telle situation? C'est la question qui nous taraude, n'est-ce pas? C'est pourquoi on plonge aujourd'hui au cœur de ce mystère. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce paradoxe congolais. Un pays riche, mais un peu plus pauvre. Ah, et j'oubliais, on l'appelle souvent Congo-Kinshasa pour la distinguer de sa voisine, la République du Congo, qu'on surnomme Congo-Brazza. Deux pays ont une histoire commune, mais des destins bien différents. Passionnant. Alors, par où commencer notre exploration? Par le commencement, bien sûr. La géographie. Imaginez un fleuve si puissant qu'il façonne un microclimat. Une véritable artère vitale pour tout le pays. Le fleuve Congo, j'imagine. Exactement. Le deuxième plus long fleuve d'Afrique qui traverse la RDC de part en part, reliant son cœur à l'océan Atlantique. Majestueux. Mais quel est le lien avec la pauvreté du pays? C'est là que les choses se compliquent. La RDC, c'est un véritable patchwork géographique, une mosaïque de paysages plus différents les uns que les autres. Des contrastes saisissants. Absolument. À l'ouest, on trouve des forêts tropicales luxuriantes, un véritable poumon vert pour la planète. Un trésor inestimable. Au centre, le fleuve Congo et son immense bassin, une source de vie et de transport. Et à l'est? À l'est, des montagnes volcaniques, avec le célèbre mont Nyiragongo et son lac de lave permanent. Un spectacle à la fois fascinant et terrifiant. Impressionnant. Et n'oublions pas les montagnes du Rwenzori, à la frontière avec l'Ouganda, avec leur sommet enneigé qui culmine à plus de 5000 mètres d'altitude. On voit déjà se dessiner une géographie complexe, presque contradictoire. C'est le mot juste. Et cette complexité géographique a eu un impact considérable sur le développement du pays. Comment ça? Construire des infrastructures de transport dans un pays aussi vaste et accidenté, c'est un véritable défi. Relier les différentes régions entre elles à travers des jungles denses, des montagnes escarpées, des rivières tumultueuses. Un casse-tête logistique. Exactement. Et ce casse-tête a freiné le développement économique de la RDC. Donc la géographie, c'est le premier élément du puzzle. Oui, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'héritage du colonialisme, une période sombre qui a laissé des cicatrices profondes. Le roi Léopold de Belgique, n'est-ce pas? Lui-même. Au XIXe siècle, le Congo était sa propriété personnelle, un domaine privé qu'il exploitait sans pitié pour son caoutchouc et son ivoire. Une page noire de l'histoire. Sans aucun doute, un système d'exploitation systématique qui a déstructuré les sociétés traditionnelles, pillé les ressources du pays. Et semer les graines de la violence et de la corruption. Malheureusement, oui. Les conséquences de cette période se font encore sentir aujourd'hui. Un héritage lourd à porter. Après l'indépendance en 1960, la RDC a connu une succession de dictatures, de guerres civiles, d'ingérences étrangères. Un pays en proie à l'instabilité chronique. Exactement. Et cette instabilité a empêché la RDC de se développer, de tirer profit de ses richesses extraordinaires. Revenons à ces richesses, justement. On a parlé de 25 000 milliards de dollars de minerais. Cobalt, coltan, diamants. La RDC a tout pour être un leader mondial. Et pourtant, cette richesse reste largement inexploitée, ou du moins, elle ne profite pas à la population congolaise. La malédiction des ressources, comme on dit. C'est ça, un paradoxe qui frappe de nombreux pays riches en ressources naturelles, mais qui restent pauvres. Mais comment expliquer ce phénomène? Il y a plusieurs facteurs en jeu. D'abord, l'exploitation de ces ressources est souvent contrôlée par des multinationales étrangères qui rapatrient les profits dans leur pays d'origine. Donc, la richesse congolaise profite à d'autres. En grande partie, oui. Ensuite, la corruption endémique prive l'État congolais de revenus importants qui pourraient être investis dans l'éducation, la santé, les infrastructures. Un manque à gagner colossal. Absolument. Et puis, il y a les conflits armés qui déstabilisent le pays, découragent les investisseurs et empêchent l'exploitation des ressources de manière durable et responsable. Un cercle vicieux infernal. C'est le mot juste. La pauvreté engendre l'instabilité, qui à son tour renforce la pauvreté. Et l'exploitation des ressources naturelles, au lieu de profiter la population, alimente les conflits
et enrichit une élite corrompue. Un tableau assez sombre. Y a-t-il une lueur d'espoir pour la RDC? Oui, bien sûr. La RDC a un potentiel énorme. Une population jeune et dynamique, une culture riche et diversifiée, des ressources naturelles exceptionnelles. Il suffit de savoir les exploiter de manière responsable et équitable. Exactement. Et pour ça, il faut s'attaquer aux problèmes de gouvernance, de corruption, d'instabilité. Un défi taille, mais pas impossible à relever. Alors comment faire pour sortir la RDC de ce cercle vicieux? C'est ce qu'on va explorer dans la suite de notre plongée. La RDC, un géant endormi, qui n'attend qu'à se réveiller. D'accord. Mais comment faire pour réveiller ce géant? Par où commencer? Le premier chantier, et sans doute le plus important, c'est la bonne gouvernance. Oh oui, on en a déjà parlé un peu. Il faut des institutions solides, un état de droit efficace, une justice indépendante. Facile à dire, mais est-ce que c'est vraiment possible dans un pays où la corruption est si profondément enracinée? C'est un défi colossal, c'est certain. Mais il existe des exemples de pays qui ont réussi à s'extirper de la corruption. Des exemples inspirants. Oui, absolument, des pays qui ont mis en place des réformes audacieuses et qui ont lutté sans relâche contre l'impunité. Et la RDC pourrait s'inspirer de ces exemples. Bien sûr, il faut une volonté politique forte, une mobilisation de la société civile. Un changement de mentalité, en somme. Exactement. Il faut que la corruption ne soit plus tolérée, qu'elle soit perçue comme un fléau qui détruit le pays. Et du côté de l'exploitation des ressources naturelles, comment faire pour que la RDC en profite enfin? Il faut passer d'une logique d'extraction à une logique de transformation locale. C'est-à-dire, Au lieu d'exporter des matières premières brutes, la RDC devrait encourager le développement d'industries locales. transformer le cobalt, le coltan, les diamants sur place. Exactement. Créer de la valeur ajoutée, des emplois. C'est une idée intéressante. Mais est-ce que la RDC a les infrastructures, les compétences nécessaires pour développer une telle industrie? C'est là que les investissements étrangers responsables entrent en jeu. Ah oui, on a parlé des multinationales qui exploitent les ressources congolaises. Il faut que ces investissements profitent aussi à la RDC, qu'ils contribuent au développement du pays, Comment garantir cela? en mettant en place des contrats transparents et équitables. Des contrats qui garantissent un partage des bénéfices avec l'État congolais, avec les communautés locales. Exactement. Et qui respectent l'environnement, les droits humains. Des investissements responsables, en somme. Oui, des investissements qui aident la RDC à se développer de manière durable, à sortir de la pauvreté. Donc, un développement économique qui profite à tous les Congolais. C'est ça, un développement inclusif, équitable, durable. Un beau projet. Mais il ne faut pas oublier l'éducation, la formation de la population. Absolument. C'est un investissement essentiel pour l'avenir de la RDC. Une population éduquée est une population plus productive, plus créative, plus libre. Exactement. Et la RDC a une population jeune et dynamique qui ne demande qu'à apprendre, à se former, à contribuer au développement du pays. Un potentiel énorme. Oui, il faut donner à cette jeunesse les moyens de réussir, de s'épanouir. Et puis il y a la question de la paix et de la sécurité. Indispensable à tout développement durable. On a parlé des conflits armés qui ravagent l'aide du pays. Comment ramener la paix dans ces régions? C'est un processus complexe qui implique de multiples acteurs. Le gouvernement congolais, les groupes armés, les pays voisins, la communauté internationale. Il faut s'attaquer aux causes profondes des conflits. L'accès aux ressources naturelles, les tensions ethniques, le manque de perspectives économiques. Exactement. Il faut une approche globale qui combine le dialogue politique, le désarmement, la justice transitionnelle. Et le développement économique. Bien sûr. On en revient toujours à la même conclusion. Pas de paix sans développement, pas de développement sans paix. C'est ça. Il faut un cercle vertueux qui permette à la RDC de sortir de ce cycle infernal de violence et de pauvreté. Alors, comment créer ce cercle vertueux? Comment aider la RDC à réaliser son immense potentiel? C'est une question complexe qui mérite une réflexion approfondie. Bon, on a beaucoup parlé de la RDC, de ses défis, de ses espoirs, mais n'oublions pas qu'elle a une jumelle, juste de l'autre côté du fleuve Congo. La République du Congo. Congo-Brazza pour les intimes. Exactement. Un pays plus petit, certes, mais tout aussi fascinant. 5 millions d'habitants contre plus de 80 pour la RDC. Une toute autre échelle. Et quelles sont les principales différences entre ces deux pays? La République du Congo a une économie plus centralisée, largement dominée par le pétrole. Ah, le pétrole. Encore une fois, la malédiction des ressources naturelles. Pas forcément. La République du Congo a su utiliser ses revenus pétroliers pour financer des projets d'infrastructure, de développement social. Donc une meilleure gestion que la RDC. Disons qu'elle a tiré quelques leçons des erreurs de sa grande sœur. Mais la diversification de l'économie reste un défi majeur.
pour ne pas dépendre uniquement du pétrole, j'imagine. Exactement. Le prix du pétrole fluctue, les réserves finissent par s'épuiser, il faut miser sur d'autres secteurs. L'agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables. Voilà, des secteurs porteurs pour l'avenir. Et sur le plan politique, est-ce que la République du Congo est plus stable que la RDC? Elle a connu une période d'instabilité dans les années 90 avec une guerre civile. Ah oui, j'avais oublié cet épisode. Mais depuis l'an 2000, le pays a retrouvé une certaine stabilité. Un régime semi-présidentiel, des élections multipartites. Oui, mais des critiques persistent quant à la transparence du processus électoral, à la liberté de la presse. Donc une stabilité fragile, en somme. On peut dire ça comme ça. Il y a encore des progrès à faire en matière de démocratie, de droits humains. Et les relations entre les deux Congos, on imagine qu'elles sont assez complexes. Forcément, elles sont marquées à la fois par la coopération et la rivalité. Une relation d'amour-haine. C'est bien résumé. Ils partagent une histoire commune, une langue commune, des défis communs. Mais ils sont aussi en compétition pour les ressources, pour le leadership régional. Exactement. Une relation ambiguë, parfois conflictuelle, mais toujours intense. Et pourquoi ne pas unir leurs forces, former un seul et même pays? Ah, la grande question de la réunification. Certains mouvements politiques la défendent, n'est-ce pas? Oui, mais pour l'instant, les deux pays préfèrent coopérer dans le cadre de la CES. La communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une forme d'unité régionale. Exactement. Un moyen de travailler ensemble sans pour autant fusionner. Deux pays, deux destins. Mais est-ce qu'il y a une identité congolaise commune qui transcende les frontières politiques? Oui, sans aucun doute. Il y a un sentiment d'appartenance à un espace culturel et linguistique congolais qui dépasse les divisions politiques. La musique congolaise, par exemple, est un formidable vecteur d'unité. Absolument. La rumba congolaise, la soukou. Des rythmes qui font danser tout le continent. Une musique qui transcende les frontières, qui rassemble les peuples. C'est une belle image pour conclure notre exploration des deux Congos. Oui, une belle image d'espoir. On a découvert deux pays au destin entremêlé, confrontés à des défis immenses, mais qui portent en eux un potentiel extraordinaire. Deux pays qui cherchent leur voie vers le développement, vers la paix, vers un avenir meilleur. Merci pour cette plongée fascinante. J'espère que nos auditeurs ont apprécié le voyage, qu'ils ont appris des choses, qu'ils ont envie d'en savoir plus. Moi aussi. Le Congo, c'est une terre de contrastes, de surprises, d'émotions. Une terre qui mérite d'être découverte, comprise, aimée. Absolument. Alors, à bientôt pour une nouvelle exploration. On vous amènera à découvrir d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres histoires.